Bonjour. Nous sommes maintenant bien avancés dans le cycle dédié au mental. Il nous reste à voir le deuxième volet de la stratégie du yoga pour l'apaiser, Vairagyam, et les catégories d'outils à partir desquels construire une pratique régulière qui nous convienne. Commençons par Vairagyam. Vairagyam représente l'abandon des distractions qui nous détournent de notre objectif. On ne peut pas tout avoir. Regarder la télévision tard le soir ou les écrans connectés, sortir dîner et boire avec des amis, rallonger les heures de bureau et garder un espace calme et concentré pour travailler à apaiser le mental. Notre style de vie doit être cohérent avec notre pratique et le but que nous poursuivons. Il y a deux sortes d'objets de distraction, nous dit Patanjali. Ceux que nous percevons par nous-mêmes, comme sentir le bon café que notre compagne ou compagnon prépare pendant notre pratique du matin et qui nous fait perdre notre concentration, et ceux qu'on ne perçoit pas par nous-mêmes mais dont on entend parler. Un ami qui nous dit qu'un nouveau film vient de sortir avec notre acteur préféré. Nous aurons envie d'y aller le plus vite possible. On sortira dîner après avec les amis. Et le lendemain matin, il y a de fortes chances que nous soyons fatigués ou barbouillés et que nous n'ayons ni la force ni la disponibilité pour pratiquer. Comme nous l'avons évoqué dans la séquence précédente, un autre type de distraction peut surgir. Il s'agit des capacités acquises au cours de notre évolution sur le chemin du yoga, des sens aiguisés, des intuitions plus fortes, des capacités énergétiques. Ces nouvelles aptitudes risquent de nous faire oublier notre objectif également. Patanjali nous conseille de travailler à lâcher toutes ces possibilités de distraction et de développer le détachement afin d'atteindre un stade où les tentations ne nous perturberont plus. N'oublions pas qu'il a écrit les Yoga Sutras il y a 2500 ans. Alors imaginez la multiplication des tentations aujourd'hui, à l'ère de l'Internet et de la société de consommation. Il ne s'agit pas de devenir des ascètes ni des reclus, mais de rester cohérents avec nos objectifs, de garder un espace pour notre travail intérieur et de ne pas défaire dans les heures qui suivent ce qui a été gagné par notre pratique. Notre cercle amical doit nous soutenir, pas nous détourner. Évidemment, la progression sera à la hauteur de l'attention et de l'espace qu'on accordera à ce travail. Patanjali décrit 4 étapes par lesquelles nous passerons avant d'atteindre un mental capable de méditation. Nos premières impressions et expériences seront grossières, vitarka rupa en sanskrit. En continuant la pratique et le détachement, nous évoluerons vers des expériences plus subtiles, vichara rupa. Si nous poursuivons encore, nous atteindrons un état de joie intense, ananda rupa. Et enfin, si nous persévérons, les expériences que nous vivrons auront l'air de faire partie de nous. On ne les trouvera plus extraordinaires mais naturelles, asmita rupa. Ce n'est qu'alors, en maintenant cet état de pratique et de détachement, que nous aurons peut-être la chance de faire l'expérience d'un état méditatif, c'est-à-dire de voir et comprendre l'objet de méditation sans interférence de notre mental, sans a priori, sans interprétation, juste ce qu'il est comme il est. Prenons l'exemple d'une femme qui veut devenir chanteuse. Quand elle va débuter, elle essaiera d'imiter d'autres chanteurs. Sa voix ne sera pas capable de passer de l'aigu au grave sans couac. Le rythme ne sera peut-être pas en place. Si elle pratique tous les jours, au bout de quelques semaines ou mois, sa voix acquerra une certaine plasticité, la justesse des notes sera meilleure, elle comprendra mieux le rythme et sera plus en phase avec l'accompagnement. Si elle continue encore, elle s'apercevra que pour progresser, sa voix aura besoin de repos, qu'elle devra peut-être adapter son alimentation pour ne pas créer d'acidité sur ses cordes vocales. Et au bout de quelques mois ou années, elle sera tout à coup ébahie d'entendre sa voix sortir, non plus une voix étrangère qui ne fait pas ce qu'elle demande, mais une voix qu'elle reconnaîtra comme la sienne avec sa signature vocale. Elle sera tout à la joie d'avoir trouvé sa voix, une voix comparable à aucune autre. Le risque à ce stade, c'est qu'elle s'écoute chanter plutôt que de continuer vers le prochain stade. Et le prochain stade, ce sera l'interprétation, la possibilité de vivre la musique en même temps que la chanter. La voix deviendra presque secondaire, un instrument au service de la musique. Elle ne se demandera plus si les notes sont justes ni en rythme, elle sentira le rythme, sera capable de se fondre dans l'accompagnement instrumental,
donnera naturellement les intonations aux endroits qui lui paraîtront pertinents. Quelque chose se sera aligné, chanter sera devenu simple, évident, naturel. Ce processus par lequel on passe est le même, quel que soit le type d'activité qu'on entreprend, si on pratique régulièrement, si on persévère et que l'on porte son art à son paroxysme. On le voit très bien également pour les danseurs. Les meilleurs sont ceux qui ont le plus de simplicité, et c'est évident cette présence qui nous donne l'impression qu'ils sont la danse, pas un corps essayant d'en faire. On se retrouve très vite pour parler des catégories d'outils à partir desquels construire notre pratique. Namasté, cher yogi.